Voilà, c'est parce que le 3 il allume. On s'apprêtait à la faire. On attend. Bon, salut tout le monde. Donc, je m'appelle Alex Ionescu et ça, c'est Gabriel Viella. Et on va discuter du dispositif de notification de Windows. Les slides sont en anglais, mais on va présenter la conférence en français. Donc, je vais commencer par laisser Gabriel s'introduire. Là, oui, parfait. Du coup, moi c'est Gabi, je fais du reverse à Quarks Lab et plus précisément, je suis sur les Windows internals. En gros, ce que j'aime bien faire, c'est bidouiller le kernel. Parallèlement, en fait, je suis partie d'une organisation, enfin d'une communauté qui s'appelle Black Widow, ouais, je fais de la pub là, qui en gros essaie de motiver les demoiselles à faire plus de reverse parce que c'est fun. Voilà, voilà. Et moi, c'est Alex Ionescu. Je fais du reverse Windows depuis trop de temps. Je suis auteur des livres Windows Internals et je donne beaucoup de formations en Windows. Mais officiellement, ce que je fais, je bosse chez CrowdStrike. J'étais architecte en chef dès le début de la compagnie. Et maintenant, je suis vice-président du développement de nos sondes. Mais bon, toutes mes présentations et toutes mes formations et tout ça, je le fais parce que c'est mon hobby. Je m'amuse bien avec ça. À chaque année, je fais des petits blog posts, des petits tweets, des petites présentations sur des dispositifs intéressants dans Windows, des failles ou quelquefois juste des problèmes de design quand on a conçu certaines composantes d'une façon qui peuvent être abusées ou avec lesquelles on peut s'amuser un peu pour persister sur le système, avoir la furtivité ou juste faire planter les choses. Donc, c'est pourquoi on a parlé du WNF cette fois-ci. Donc, on va commencer par un petit réseau sur les internals du WNF, les entrailles, donc les API, les structures, les outils qu'on a fait pour jouer avec le WNF, et aussi expliquer c'est quoi exactement le WNF, pourquoi ça existe, pourquoi ils l'ont ajouté, quelles sont les raisons de sa conception. Et ensuite, on va aussi aller un peu voir c'est quoi l'attaque, la surface d'attaque du WNF. Donc, quelles sont les choses avec lesquelles on peut s'amuser un peu, taper dessus pour que ça tombe. Donc, les subscribers, les callbacks, un peu de fuzzing qu'on a fait. Et on va aussi donner un exemple, une faille qu'on a trouvée en juin dans certaines composantes qui utilisaient WNF. En fait, ce n'est pas une faille. Le WNF lui-même, il est bien conçu, mais c'est les utilisateurs WNF qu'on va voir qui ont quelquefois des failles. On va donner un exemple d'une qui vient d'être patchée en novembre. Donc là, elle a patché. Donc à Black Hat, quand on a fait la présentation, on n'a pas pu donner beaucoup de détails sur exactement ce qui se passait. Mais là, puisque c'est patché, tout le monde est patché en novembre, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, là, on peut aller plus en détail dessus. Et puis, on va aussi donner quelques exemples de choses intéressantes qu'on peut faire avec le WNF, qui ne sont pas des failles, mais qui sont un peu abuser le système ou le contourner ou en prendre avantage. On va aussi voir certains exemples de, par exemple, comment on peut s'enregistrer furtivement avec le WNF ou injecter du code avec le WNF et faire une petite conclusion sur les prochaines démarches en recherche avec ça. Donc, le WNF, c'est une facility, une composante dans Windows qui nous permet de se souscrire à un événement. Donc, c'est un modèle pub-sub, mais qui ne nous force pas, si on est subscriber, de savoir déjà s'il y a eu ou il n'y a pas eu de publisher. Et en même temps, on peut publier sans avoir de subscriber. Donc, en Windows, avant Windows 8, il n'y avait pas de ce type-là de mécanisme. Et si, par exemple, j'avais un événement et je voulais que quelqu'un fasse un wait sur l'événement pour que je sache, bon, le disque est prêt à être formaté, ben, si moi, je me mets à temps sur l'événement, le disque est prêt, mais l'événement n'a pas encore été créé, ben, il n'y a rien pour que j'attende dessus. Et si c'est moi qui crée l'événement pour l'attendre dessus, là, si le formateur de disque il arrive et il veut signaler l'événement, l'événement existe déjà.
Donc là, celui qui formate des disques doit se dire, ah, il y a déjà un événement. Bon, est-ce que je fais confiance que c'est vraiment l'événement qui a été créé par un subscriber qui est intéressé dans ça, ou est-ce que c'est un faux événement? Il y a toutes sortes de problèmes avec la Sécu si on ne sait pas qui a créé, bon, qui a créé l'événement et si c'est le bon ou pas. Il n'y a aucune preuve que c'est vraiment disque ready for write access qui est créé par CheckDisk et non par un attaquant. Donc, il faut vraiment synchroniser la création de l'événement qui notifie quelque chose et ceux qui attendent sur l'événement pour être notifiés. Et il y a toutes sortes de hacks qui ont été faits dans certains petits noyaux, dans certaines applications, pour synchroniser ce type-là de je veux notifier quelque chose et je veux que les subscribers l'attendent dessus. Le but du WNF, c'était de créer un mécanisme qui résout ce problème dans le noyau que tout le monde peut utiliser. Donc, avec le WNF, on a un enregistrement aveugle où le publisher n'a pas besoin de savoir s'il y a des subscribers ou pas, peut toujours publier son information en sachant que le noyau va la stocker, va la sauvegarder de façon temporaire ou même permanente. Et un subscriber, quelqu'un qui s'enregistre pour l'événement, n'a pas besoin de savoir est-ce que le publisher est là ou pas. S'il n'est pas là, je vais attendre qu'il soit là. Et s'il est là, j'aurai les données de l'événement. Et encore une fois, c'est le noyau qui garantit que si je fais une consommation de l'événement PIF, c'est vraiment le publisher de PIF que je vois vraiment les données qui ont été publiées par PIF et pas par quelqu'un d'autre. Donc, le WNF, ça gère tout ça. Ça me donne aussi des numéros de séquence. Comme ça, par exemple, si la dernière fois où j'ai consommé un événement PIF, le numéro de séquence était 42, et là, la prochaine fois, l'événement, son numéro de séquence, c'était 50. Je sais que j'ai manqué 8 événements, 8 données qui ont été publiées. Bon, je ne sais pas c'est quoi, il n'y a pas d'historique de publication. Il y a seulement le dernier événement publié, mais je sais que j'en ai manqué 8. Il y a aussi de la persistance. Donc, on peut publier des données dans un événement WNF qui persiste à travers les reboots ou bien qui persiste même à travers les processus. Et tout ça, ça peut être sécurisé avec des security descriptors de Windows. Donc, comme un fichier, comme une clé du registre, un événement de WNF peut avoir un ACL qui dit bon, admin write, user read only, ou bien everyone read write. Donc, c'est sécurisé de la même façon que tous les autres objets en Windows. Donc, voilà, c'était vraiment créé pour résoudre ce type-là de quelqu'un veut indiquer quelque chose à des clients et les clients veulent avoir une façon sécurisée de consommer cette information sans nécessairement qu'elle soit publiée à l'avance. Donc, un événement WNF, ça s'appelle un state name. Donc, un WNF state name, c'est ça qui représente un événement WNF sur lequel on peut s'enregistrer ou sur lequel on peut publier. Et c'est un nombre de 64 bits. Donc, si on le regarde, c'est juste 64 bits. Mais ces 64 bits-là encodent des données sur ce que représente cet événement-là. Donc, ce n'est pas juste des chiffres, c'est un encodage. Et l'encodage utilise une clé XOR qui est là, 0x41 C64 E6DA 3BC0074. Bon, on la reverse et on la voit. Et cette clé-là, si on la XOR avec un state name, ça nous donne une struct de même. Donc, les 64 bits, en fait, sont 4 bits de version, 2 bits d'un lifetime, que Gaby va expliquer, 4 bits d'un scope, que Gaby va expliquer aussi, si les données sont permanentes ou pas, et ensuite un numéro de séquence. Donc, tout ça, c'est ce qu'on encode dans l'événement lui-même. Donc, ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est vraiment un encodage. Donc, on a vu qu'il y a des bits pour le lifetime et pour le scope. Je vais laisser Gabrielle expliquer comment ça marche. Merci. Pardon. Juste You're pour welcome. savoir, t'as Tu veux le switcher? Zoom ou pas? Non, mais ça va. T'es sûr? Enfin, ok. Bon, bah, désolé. Du coup, oui, comme Alex a dit, c'est une petite structure et si vous avez regardé, il y avait un champ lifetime. En fait, il faut savoir que le state name peut y avoir différents state names. En gros, il y en a 4. Il y a les well-known, il y a les persistants, les permanents et les temporaires. Les derniers, comme son nom l'indique, c'est volatile. Mais par contre, les 3 premiers, on garde les données pardon, je suis fatiguée, donc ça a été difficile. Alors, on recommence. En gros, les 3 premiers ont les datas qui sont gardées en mémoire dans la base de registre. Pour les well-known names, il faut savoir qu'on ne peut pas les créer comme on veut. C'est seulement le kernel et
ils sont provisionnés directement dans la base de RIS. Pour la différence entre les permanents et les persistants, en fait, les permanents subsistent après un reboot, alors que les persistants subsistent seulement après que le processus qui les a créés soit killé. Donc en gros, il y a différentes durées de vie. Voilà. J'ai rien oublié? Ouais. Parfait. Oui, du coup, alors, en plus de différentes durées de vie, il y a aussi différents scopes. En gros, un state name, enfin, un event peut être, est associé à un scope qui peut être différent. Ouais, je reprends le lead. Non. Je suis désolée, mais en fait, pour tout vous dire, j'ai pas dormi cette nuit, donc c'est un peu dur. On recommence. Encore. Alors, en fait, il y a différents scopes qui permettent non seulement de instancier un event non, j'y arrive vraiment pas, je suis désolée. Ok. Ouais. Moi non plus. Hein. Ouais. Donc l'idée, c'est que, disons qu'il y a un événement, c'est pas key pressed, qui représente le fait qu'une touche du clavier a été appuyée. Mais on peut faire un événement scopé système qui, par exemple, indique à tout le monde sur le système qu'une clé a été tapée sur le système. Mais WNF nous permet aussi de faire un événement session. Donc, une session représente un usager interactif. Et donc, je pourrais faire un événement WNF KeyPress qui indique si dans cette session, il y a eu un KeyPress. Et sinon, je peux faire un événement process qui est vraiment lié au processus, qui, par exemple, pourrait m'indiquer si ce processus a fait un KeyPress. Donc, ça permet d'instancier un événement avec un seul nom, mais qui peut exister soit dans le système, soit dans un silo, soit dans une session, soit dans un processus, et qui est donc limité et restreint à ce scope-là. Je pense que ça? Ouais. Okay. Oui. Merci. Heureusement qu'il est là. Hein. Ouais. Du coup, c'est encore à moi. Alors, un autre champ qui était dans du coup la petite structure que vous avez vue, c'est le sequence number. En fait, chaque state name a un numéro de séquence qui est unique pour lui-même. C'est comme ça qu'on peut l'identifier. Et de façon à garantir cette unicité, cette donnée est gardée dans une structure que je vais vous présenter plus tard, qui s'appelle le WNF Silo State. Alors, je ne la présenterai pas parce que j'ai viré la slide, mais j'aurais dû la présenter. Si vous voulez vraiment des informations, regardez les slides pour la Black Hat, elles sont beaucoup plus complètes. En gros, le numéro de séquence peut être user-friendlisé, j'ai pas d'autres mots, et vous avez un exemple ici. C'est plutôt interne à Microsoft, mais voilà, en gros, ça donne ça. Vous avez pour un well-known, par exemple, vous avez 4... Pas toucher. Pas touche, pardon. Ils nous ont dit pas toucher l'écran. Vous avez 4 caractères qui définissent la famille, on va dire. Puis, en gros, vous avez différents champs qui permettent de numéroter le state name. En gros, ça permet vraiment de faire en sorte que le state name soit unique. Voilà. Et c'est à toi. Ah non. Bon, donc, des state names et tout ça, il y a des API en noyau, il y a des API en user, des syscalls. Donc, à tous les niveaux, on peut faire une application userline qui utilise le WNF, on peut faire un pilote noyau qui utilise le WNF, et les syscalls sont assez faciles. Et en plus, pas vraiment besoin de le reverser. Souvent, j'aime ça faire semblant que j'ai fait du reverse, mais comme je vais présenter en février à OffensiveCon l'année prochaine, quelquefois du reverse, c'est utiliser un peu son cerveau, est intelligent. Parce que par exemple, dans un SDK de Microsoft, il y a 1 année et demie, ils ont par accident relâché cet header file interne du noyau, un client header file qui s'appelait ntapi.h, qui avait tous les syscalls, c'était le header file interne de tous les syscalls. Donc oui, on a reversé ce syscall, create WNF state name. Donc ça, c'est pour créer un state name. Donc c'est pas nous qui définissons le state name, justement. Le state name, puisque c'est une structure, le state name va représenter ce que moi, je passe à cette API-là. Donc, je donne le lifetime, le scope, si c'est persistant ou pas, et en se basant sur ces données-là, là, il me crée un state name.
Et sinon, il y a aussi le size du state, ça peut jusqu'à 4 kilooctets. Et le plus important, c'est le security descriptor. Parce que bien sûr, une fois qu'on a créé un state name, d'autres applications, d'autres usagers peuvent essayer d'interagir avec. Donc, il faut bien sûr que je mette un security descriptor. Même si c'est everyone read write, il faut quand même que je le crée. Et une fois que j'ai créé le state name, je peux l'effacer. Donc ça, c'est pour tout ce qui n'est pas state name well-known. Comme Gabi a dit, si c'est well-known, ça a déjà été créé par Microsoft dans la base de registre. On n'enregistre pas des well-known names, mais si on veut enregistrer des persistent, permanent ou temporary names, c'est les deux API qu'on utilise. Ensuite, pour publier des données, on appelle update WNF state data. Là, on donne en entrée le state name, on met le buffer, on met la taille de ce qu'on vient de publier. Si on veut, on peut mettre le scope ici. Parce que, par exemple, l'événement peut exister en plusieurs scopes. Et là, le publicateur peut indiquer, bon, je veux publier la version process local de cet événement, ou bien je veux publier dans le system scope. Et selon mes permissions de l'appelant, bien sûr, ça me permet ou ne permet pas de publier dans le scope. Par exemple, si c'est un événement qui est scope par processus et j'essaie de publier mes informations system-wide, moi, j'ai un privilège qui me permet de faire ça. WNF va dire, non, tu ne peux pas publier sur tout le système un événement qui est scopé seulement pour ton processus. Mais si c'est un événement system-wide et le security descriptor indique que je dois y publier, bon, je peux publier avec cette API-là. Donc, publier veut dire insérer des données qui sont associées avec cet événement et updater le change type. Donc, le change number de l'événement va s'augmenter. On va signaler tous les clients qui sont actifs. Et s'il y en a qui ne sont pas actifs, qui viennent plus tard, ben, ils peuvent consommer ce que je viens de publier avec un numéro de séquence qui leur indique que, bon, il y a eu un changement. Si je veux effacer ce que je viens de publier, qui est quand même pas trop utilisé, d'habitude, ce qu'on fait, c'est on publie par-dessus. Mais bon, puisque c'est des données persistantes, peut-être je veux les effacer de temps en temps. Il y a une API pour effacer aussi ce qui a été publié associé avec un événement. Sinon, de l'autre côté de la médaille, si je veux consommer les données, il y a query WNF state data. Et là, encore une fois, je mets le state name, le scope, et je peux aussi recevoir le change stamp. Donc, je reçois les données avec la taille des données, et je reçois le change stamp aussi qui m'indique donc le numéro de séquence du changement. C'est ce qui me permet de savoir est-ce que j'ai manqué un événement ou pas. Mais l'API query, on peut l'appeler même si personne n'a encore enregistré l'événement. C'est ça, en fait, le pouvoir du WNF, c'est que même si quelqu'un n'a pas, le publicateur n'a pas encore appelé create, quand j'appelle query sur un événement qui n'existe pas encore, le noyau, en fait, le crée lui-même de façon temporaire, le met dans un holding state et dit, bon, il y a quelqu'un qui est intéressé dedans, je vais bloquer, le thread va bloquer. Et ensuite, quand le créateur appelle cette API-là, en fait, c'est un op. Le noyau dit, bon, on l'a déjà créé. Et quand j'appelle update, là, ça réveille le thread qui fait query. De la même façon, si quelqu'un appelle update et l'événement n'existe pas encore, parce que ça se peut que, par exemple, il y a un événement qui est créé par le créateur, mais il y a un publicateur qui publie dedans et ensuite il y a des consommateurs. Ben, si le publicateur s'est publié même avant que l'événement soit créé, ça aussi, ça crée l'événement. Donc, c'est ça qui est sympa avec WNF, c'est qu'on peut soit explicitement créer l'événement ou bien les créer de façon implicite quand le premier client essaie de consommer les données ou quand le premier client essaie de publier des données. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de synchroniser qui vient avec l'autre. Donc, l'autre façon qu'on peut aussi consommer des données, c'est à la place d'appeler query manuellement et de tenter de consommer un événement et de bloquer dessus, on peut utiliser un système de notification. Donc, il y a un syscall pour associer un event, donc un vrai événement Windows, avec un queue WNF. Et j'appelle ensuite subscribe WNF state change et je peux bloquer sur les changements à un événement. Et il y a un bitmask qui indique ensuite, bon, est-ce que je veux attendre qu'il y ait des nouvelles données qui sont publiées? Est-ce que je veux être réveillé quand un publicateur publie pour la première fois? Donc, il y a un event mask pour data arrival, subscriber arrival, data deletion. Et selon le mask, le noyau m'envoie un delivery descriptor avec l'information de ce qui vient de se passer à chaque fois qu'il signale l'événement. Donc, je me subscribe avec un événement et ensuite, j'appelle l'événement est signalé et ensuite, j'appelle get completion state subscription qui me donne le descripteur avec voilà ce qui vient de se passer.
Mais quand j'ai essayé de coder ma petite démo avec ça, et ça marchait bien pour moi, je l'ai envoyé à Gabi, qui a essayé de faire en Python, et puis là, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment supposé, nous, en tant que dev, même si on fait des trucs internals, d'appeler cette API, puisque NTDLL, la bibliothèque par défaut de tous les processus, lui, il crée déjà automatiquement un événement de même, et lui, il consomme déjà les événements. Donc, en fait, les devs ne sont pas supposés d'utiliser cette API. C'est NTDLL qui utilise l'API et ensuite qui nous donne un API plus high level qui nous permet ensuite d'utiliser le delivery descriptor et le queue mécanisme de NTDLL pour consommer les événements. Et c'est plus facile, comme ça, on n'a pas besoin de créer un événement, de l'attendre, de consommer des notifications. On appelle seulement cette API-là, qui est un API du Runtime Library, RTL. On dit, bon, voilà le state name qui m'intéresse. Voici à partir de quel change stamp je vais avoir des notifications. Voici mon callback. Voici un contexte. Et puis là, je reçois une souscription. Et mon callback va être appelé automatiquement à chaque fois que cet événement-là reçoit une nouvelle information. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser de même. Ce callback, ce que je reçois, c'est le nom, le change stamp et le contexte que j'ai passé quand je me suis enregistré, et ensuite le buffer size. Donc, je reçois les données dans mon callback. Et donc, dans NTDL, il y a une linked list qui s'appelle RTLP. Bon, enfin, c'est pas une liste, c'est une structure qui s'appelle RTLP WN Process Subscription. Et dans cette structure-là, il y a des list entries pour les structures Name Subscription qui sont dans les salles de Black Hat pour ceux qui sont curieux. Et ensuite, pour chaque souscription, il y a les callbacks. Parce qu'on peut s'imaginer, dans un processus, il peut y avoir plusieurs bibliothèques, plusieurs appelants qui veulent se souscrire au même événement. Donc, je peux prendre par exemple quelque chose de compliqué comme Explorer.exe. Dans Explorer.exe, il y a le taskbar, il y a le system tray, il y a le desktop, il y a le hot tab, il y a le start screen. Il y a des dizaines de composants différents dans Explorer.exe. Ça se peut que deux composants différents s'enregistrent pour le même événement. Donc, dans ce cas-là, il y a une ligne liste pour tous les enregistrements pour un événement. Et ensuite, il y a la ligne liste de tous les événements qui sont enregistrés dans ce processus. Et ensuite, au noyau, il y a une ligne liste globale de tous les processus qui sont intéressés dans un événement. Donc, le noyau, c'est tous les processus, c'est lequel qui est intéressé dans WNF TAC. Donc, lui. Ensuite, on envoie la notification au processus. Et ensuite, chaque processus, lui, il sait, dans mon processus, c'est qui les callbacks associés avec cet événement. Donc, on passe du noyau à NTDL. Ensuite, NTDL utilise le callback ici pour appeler toutes les notifications qui ont été enregistrées. Donc, ça, c'est pour le userland. En noyau, il y a des API pas mal même. Il y a EX Subscribe WNF State Change qui nous permet de s'enregistrer comme un pilote pour une notification WNF. EX Query WNF State Data pour lire la notification. EX, c'est Push ou Publish WNF State Data qui permet de publier des données. Et de la même façon, c'est la même structure WNF Subscription qui contient les subscriptions noyaux et les subscriptions isolantes. Donc, par exemple, on pourrait se faire un petit script avec les structures qu'on a documentées à Black Hat et avec les extensions que Gabi a écrites, qu'on peut dumper, par exemple, avec un événement. Voilà tous les pilotes qui sont intéressés dedans et voilà toutes les applications qui sont intéressées dedans. Donc, plus tard, quand je vais discuter de la surface d'attaque, je vais discuter un peu de comment j'ai trouvé cet événement intéressant. Mais avant ça, je vais laisser Gabi parler un peu plus des data structures qui sont liées au WNF. Bon, alors, du coup, là, je vais partir sur vraiment haut niveau. Si vous êtes vraiment intéressé par la définition des structures, etc., regardez les slides de Black Hat, parce que je les ai virés pour cette présentation, mais tout est décrit dans les slides de Black Hat. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer à peu près l'architecture de certaines structures qui peuvent être utilisées dans le WNF. Donc, on va partir du name instance, qui est en fait l'objet utilisé pour identifier un event. Ces name instances, comme vous pouvez le voir, sont en gros stockés dans comme des arbres binaires et ils sont associés à un scope instance. En fait, ce que j'ai raté à vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a différents scopes du coup, et que chaque scope a son arbre de name instance qui sont utilisés dans ce scope-là. Le scope instance, en fait, il y a différents types et chaque
types sont liés sont liés entre eux avec des list entry, genre les double linked list. Il y a 5 différents scopes, si je me souviens bien, 4 ou 5, et les 4 têtes de ces list entry sont stockées dans une structure qui s'appelle scope map, en haut, qui est en fait associée à un silo. Donc en gros, sur vos bécanes, si vous êtes sur Windows, je pense que vous avez un silo, donc enfin, même pas. Et donc vous avez un scope map. Si vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs scope maps, et donc du coup, vous avez plusieurs fois ça. Ok, vous avez à peu près capté là? Donc, on va dire que oui. Et il y a le scope map de la machine aussi. Hein. Ouais, donc il y a un scope map de tous les silos. Voilà. Et ensuite, Et chaque il y a silo a les 4 En scope effet. maps. Ouais, voilà. Du coup, on va redescendre. Alors, on reprend sur le name instance. Comme je l'ai dit, ça, en gros, identifie un event en mémoire. Et du coup, il peut y avoir un ou plusieurs process qui ont souscrit sur cet event. Et du coup, cette structure garde un pointeur vers une list entry, enfin, une liste doublement chaînée, de objets qui s'appellent en fait des WNF subscriptions, qui en gros qui gardent en mémoire la souscription des process. Voilà. Alors, ça c'est fait. Comme je l'ai vaguement dit, il peut y avoir plusieurs structures associées à un process en tant que tel. Et pour garder une trace, enfin un lien de toutes les structures liées à un process spécifique, on a aussi une structure qui s'appelle process context, qui en gros vraiment récupère toutes les infos liées à un process spécifique. Cette structure, on peut la récupérer dans le eProcess object. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Ça, c'était en gros la version vraiment très simplifiée de l'agencement des structures niveau kernel. Bon, je dois avouer que j'ai été un peu feignante, donc j'ai pas fait de dessin pour la version userland. Donc, si vous êtes intéressé, regardez les slides de Black Hat. Désolé. Donc ça, c'était bon. J'ai perdu personne, on va dire. Et je vais pouvoir passer à, en gros, toute la partie tooling. En gros, en plus de s'amuser à gratouiller les internals, on s'est amusé aussi à faire des petits scripts et des petits tools pour jouer avec le WNF. Et du coup, moi, j'ai commencé par créer une extension WinDebug. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà une extension qui est utilisable pour jouer avec le WNF. Le problème, c'est qu'à ce moment, maintenant, peut-être plus tard ça changera, mais on va dire à l'heure actuelle, cette extension qui s'appelle Bang WNF est pas vraiment utilisable. En fait, elle se base sur des symboles publics qu'on n'a pas. Donc forcément, quand on l'utilise, ça juste donne des erreurs. Et en fait, même si vous arrivez à modifier vos PDB, vous aurez toujours des erreurs parce qu'elle n'a pas l'air très finie, pas très utilisable. Donc moi, j'en ai eu marre, j'ai créé mon script, mon extension à moi. Je ne sais pas si on a le temps pour une je montre 2 minutes, hein, histoire de dire que ça marche. Il faut dire que ton petit commentaire que l'extension n'est pas finie, le dev du WNF, il regarde sur YouTube la présentation de Gaby et il va This extension is not finished, it's really shitty. Et il m'envoie un petit email qui me dit I will fix my extension. Hein. Il s'est senti un peu mal. Donc, Là, oui. Du coup, je vous montre en 2 minutes ce que ça fait. Par exemple, si je vous ai dit, généralement, vous avez qu'un scope map. Donc, je vais vous montrer qu'on peut dumper le scope map, donc bang WNF SC pour scope map. Ah, sérieux? Ah. Celle-là, elle est pourrie aussi, l'extension. Tu vois, c'est difficile le dev, Gaby. Oui, alors, je l'ai quand même développé il y a quelques temps, donc je m'en souviens plus des masses. Donc voilà, ça marche. Si par exemple je veux voir, on va dire un scope instance, hook, WNFSI pour scope instance, tac, YOLO, ça marche. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on n'a peut-être pas trop le temps. Ah, ça va, c'est une extension.
Non, en vrai, elle fait vraiment rien d'autre que ce que fait Bank WNF, mais normalement, il y a moins d'erreurs. Bon, je code très mal, donc il y a potentiellement des erreurs, mais un peu moins. Non, il m'a dit que même Microsoft, maintenant, il utilise celle-là. C'est malin. Bref, donc ça, c'est fait. Cool. Raté, 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 raté. Ouais, là. Du coup, j'ai fait une autre... Oui, c'est la mienne, celle-là. J'ai fait un petit module Python parce que, en gros, Alex m'a filé ses tools à lui. Enfin, oui, ses tools. Et je voulais voir si je pouvais faire un petit serveur et un petit client juste en utilisant les trucs. Et ben, je vais pas vous faire de démo parce que c'est un peu long d'écrire tout ça, tout ça. Mais en gros, grâce à WNF, ben, je peux faire un serveur qui envoie des données et le client récupère et tout ça, tout ça. C'est rigolo, ça marche bien et moi je me suis bien amusée. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah, tu veux présenter ou je le présente? Non. Ok, voilà. Tu me dois un slide de toute façon. Ok, admettons. Donc du coup, en fait, Alex a développé un tool en C qui s'appelle WNF Dump que je vais vous présenter ma version qui est en fait juste un gros RIP mais en Python parce que moi je préfère coder en Python, mais c'est exactement. Si, au moins c'est plus facile. Bref. Du coup, ça permet. Bah, je vais vous montrer, c'est le plus simple. Si je retrouve. Non, raté. Et. Ah, mieux. Non, raté, c'est pas ça. I.exe. En gros, ce que je vous montrais, c'est la version Python, mais c'est exactement le même tool. C'est juste que ben, je me suis juste amusé à le recoder. Alors, WNF dump, hop, et là je vais faire un gros dump, hop, gros dump de tous les DNS, tous les. On augmente un peu la taille des fentes. Bah du coup là normalement c'est. Oui. Bah, Ouais. attends. Tu vois, ça marchait. Pas tant la VM. Ah, désolé. Ouais. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, bon, ça c'est en gros tous les. Ah, peut-être que tu peux expliquer Bon, les exemples plus tard. Hein. Ah oui, t'as Donc raison. là, ouais. Ok. Bon, en gros, c'est tous les WNF que j'ai sur ma machine là. Enfin, tous les WNF présents. Ouais. Ok. Bon, ça c'est fait. Raté. Là. Bon, là j'ai montré juste le dump, mais il y a plein d'autres features qui sont vachement rigolotes. On va les publier normalement bientôt, donc vous pourrez jouer avec plus tard. Et sinon, ben, en fait, le dernier tool que je voulais vous présenter, c'est un petit truc que j'ai fait sur les recommandations d'Alex, parce que en fait, en gros, les well-known state names peuvent être... en gros, il y a de la description de tous les well-known state names dans 2 DLL, qui sont sur le système, sur ceux qui ont des Windows. Et c'est quand même vachement rigolo, c'est vachement cool de pouvoir dumper tous ces state names pour pouvoir jouer plus tard avec. Par exemple, nous, on a utilisé la liste sur nos tools à nous, mais on peut aussi juste regarder ce qu'il y a, ce qui est présent. Et ce qui est bien, c'est que en fait, cette liste, elle est updatée en fonction des versions. Et ça peut être pratique de pouvoir differ les différentes versions et voir ce qui a changé. Bon, là aussi, je vais pas faire une démo parce que c'est un peu chiant, ça ne montre pas grand-chose. Mais en gros, grâce à ce tool, vous pouvez soit dumper tous les state names, soit differ 2 DLL et voir les différences. Ouais, parce qu'en fait, les CNAME ne sont pas documentés, mais cette DLL-là est là dans une section globale, je sais pas, une structure que Microsoft a mis où on a tous les state names, la description du state name. Donc, c'est comme un header file interne de Microsoft qui se retrouve dans une DLL. Donc, c'est quand même sympa d'avoir accès à ça. Comme ça, on n'a pas besoin de deviner. Parce que sinon, les state names, c'est des noms 64 bits. Donc, le fait qu'on sache que ça s'appelle WNF Shell Desktop Application Started, c'est parce que le nom est en train de leaker dans ce DLL-là. Donc, c'est bien sympa d'avoir la DLL. Vachement pratique. Ouais. Et de differ aussi. Par exemple, je pense qu'on a fait un diff une fois, on a vu WNF, Xbox, Holographic, Keyboard Access. Et là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Keyboard Access? Bon, le mois prochain, Microsoft annonce, maintenant, on peut utiliser un clavier et une souris avec son Xbox. Mais on savait déjà un mois en avance parce qu'il avait déjà dans le build l'événement qui signalait quand on plug un clavier ou une souris. Donc, aussi trouver des features en bêta avec des noms comme ça. Comme on l'a dit, c'est vachement pratique d'avoir ça. Merci d'avoir les clés.
Bon, donc j'ai expliqué un peu. C'était une surface d'attaque, c'était une attaque contre WNF et surtout à Black Hat, j'avais des attaques théoriques parce que je voulais donner beaucoup d'exemples pour ce que les gens ne savent pas, c'est quoi vraiment qu'on avait vraiment trouvé de façon pratique, mais maintenant, puisque c'est fixé, c'était le bug le plus important, c'était un infolique. Donc, on a vu qu'avec WNF, je peux publier jusqu'à 4 kilooctets de données. Mais bon, je peux publier moins que 4 kilooctets de données aussi. Et donc, là, je vais essayer de voir si le zoom il marche. Il faut que je saute de la même. Donc, je vais ouvrir Notepad. Et disons que je vais mettre un petit peu de code C qui va être très, très facile à lire, j'espère. Gapi va faire une version en Python ensuite. Et puis, disons, je fais ici un uchar buffer 4096 et je fais ZW publish, publish data, buffer, et là je fais strlen buffer, et ici je fais un petit stir copy buffer allo, oups, clavier français. En fait, tu peux faire Windows Ça va, Space ça va, pour changer. ils comprennent. Bon, c'est dégueulasse comme code ici, mais voilà l'exemple. Je fais un stir copy de allo dans buffer. Ensuite, je publie buffer. Et si je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de publier? Seulement allo. Mais si je fais ça, là, je suis en train de publier quoi? Je suis en train de publier allo, nul et 4080 autres octets qui sont dans ma pile. Et justement, il y avait une composante audiodg.exe qui s'occupe de WNF event pour l'audio, audio capture, audio render et tout ça, qui publiait, bon, pas une chaîne allo, mais une petite data structure de 20 octets dans un buffer de 4096 octets qui était non initialisé. Et ensuite, il faisait size of buffer. Donc là, ça publiait. Gabi va montrer un petit démo dans la VM. Ouais, parce qu'on a une VM non patchée, les données, et ensuite tout ce qui est dans la pile de AudioDG, qui est un service protégé, qui exécute au niveau système, et on voit là des pointeurs et des données, bien sûr, dans la pile qui peuvent rendre une attaque beaucoup plus simple. Parce que cet événement-là, le Security Descriptor indique everyone, all access, même à partir de app container. Donc, on peut carrément avoir un script dans Edge qui utilise la Fedora, puis qui dump toutes ces données-là. Et là, j'ai des pointeurs de NTDLL, des return address globales, et je peux utiliser ces adresses que je vois là, 7F, FD, voilà, pour faire mon deuxième stage de mon exploit. Donc, bien sûr, chez Microsoft, quand on a des bugs comme ça qui permettent de Edge, de dumper la mémoire dans notre processus, c'est des choses qui sont patchées. Et puis, j'ai un petit bounty, parce que je vais donner un peu à Gabi aussi. C'est 5000 $, c'est pas pire. Hein, donc, on se prend un petit verre de champagne ensuite. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est dans la VM. Et sinon, si tu veux le montrer dans le host, donc le même événement. Ouais. Là, vous voyez, 0, c'est tous des 0. Donc, ce soit quand même, tout ce qu'ils ont fait, c'est un même set. Ils ont juste initialisé le buffer. Et maintenant, on a les données au début. 1, et voilà, le reste, c'est des 0. Donc, c'est patché maintenant. Et honnêtement, pour trouver ce bug, tout ce que j'ai fait, c'est j'utilisais WNF dump et j'ai mis étoile comme étant l'événement. Donc, j'ai lancé le script à dumper toutes les données dans tous les événements. Et AUDC, c'est A, c'est un des premiers événements. Là, je vois un événement de 4 kilooctets et je vois des données de la pile. Donc, je me suis dit, bon, chez Microsoft, ils n'ont sûrement pas de tool pour dumper WNF parce que carrément, si on avait fait une démo du tool à Black Hat, tout le monde aurait vu, hein, c'est quoi ça, c'est FFF. Donc, c'était pas très difficile à trouver ce bug. Honnêtement, j'ai écrit un tool, ça a dumpé des données. Donc, je me sens pas trop fier. Là. Et j'ai fait 5000. Voilà. Sinon, donc comment est-ce qu'on peut découvrir d'autres exemples de même? Hein? Parce que moi, je me suis arrêté à A. Il y a peut-être des trucs à B, à C, à D, ainsi de suite. Donc, pour découvrir les noms, c'est pour les well-known names, bon, c'est dans le fichier DLL. Et de toute façon, même si ce n'est pas dans le fichier DLL, le nom, la valeur du nom, c'est dans le registre. Parce que tout ce qui est persistant et permanent et well-known, c'est dans le registre. Donc, on peut juste dumper les valeurs du registre qui m'indiquent tous les WNF qui existent.
Maintenant, pour les noms temporaires, c'est un peu plus difficile parce que les noms temporaires ne sont pas dans le registre, sont dans une structure noyau associée à chaque processus. Et bon, on pourrait dumper pour chaque processus, chaque nom temporaire, mais ce que je me suis dit, c'est de comprendre un peu mieux, ça ressemble à quoi un événement temporaire. On sait que la version, c'est toujours 1. On sait que le lifetime, c'est temporary state name. On sait que le permanent flag, c'est 0 parce qu'on ne peut pas avoir des données permanentes dans un événement temporaire. On sait que le scope, bon, ça va être un des 4 possibles scopes. Et le numéro de séquence. Le numéro de séquence, c'est 51 bits. Comment est-ce que je peux brute forcer 51 bits? Le numéro de séquence, en fait, c'est un numéro monotonique qui s'incrémente à chaque fois qu'on enregistre un nouveau numéro temporaire. Donc, le premier événement temporaire va être version 1, temporaire 0, 1 des scopes, 1. Et le deuxième va être 2, 3, 4, 5. Et puisque c'est monotonique, je peux simplement brute forcer en commençant à 0 et j'essaie dans un loop de continuer jusqu'à ce que j'arrive à, je sais pas, à 10 000 événements où on me dit que ça n'existe pas. Parce qu'un événement temporaire peut être effacé, un nouveau temporaire est créé, le numéro de séquence incrémente quand même. Donc, ce n'est pas aussitôt que je trouve le premier événement qui n'existe pas que ce n'est pas nécessairement que j'ai trouvé le numéro de séquence le plus haut. C'est parce qu'il a peut-être été effacé. Donc, je continue, je m'essaye. Et si ça fait 50 000 événements où on me dit ça n'existe pas, bon, c'est vrai que peut-être quelqu'un a créé 50 000 événements et les a effacés. Mais ce que je dis, c'est OK, je suis arrivé à la fin du numéro de séquence. Donc, le brute force flag dans WNFDump, tout ce que ça fait exactement cette logique-là pour brute forcer tous les noms. Ensuite, pour les descripteurs de sécurité, c'est la même idée. C'est dans le registre pour tout ce qui est permanent ou persistant ou well-known. Et on peut voir quels security descripteurs sont moins bien fermés. Par exemple, un WNF state name qui indique system read, system write, everyone deny, bon, ce n'est pas super utile. Mais quelque chose qui indique everyone read write, app container, low integrity, ouais, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire avec cet événement-là. Là, une fois que j'ai tous les événements qui sont intéressants, ceux qui ne sont pas bien protégés ou qui sont trop légèrement protégés, je vais ensuite comprendre qu'est-ce qui est bon. Je peux soit phaser ou je peux essayer de comprendre qu'est-ce qui est de l'autre côté de l'événement, qu'est-ce qui consomme les données et faire de l'analyse statique pour voir si je mets ici 4 ans, 4 ans, 4 ans, qu'est-ce qui va lire le 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Donc, comme Gabi l'a dit, il y a toutes ces structures-là qui sont dans le noyau qu'on peut, avec son extension, dumper. Et on peut dumper la WNF subscription, la list entry qui est là-dedans. Et là, on aura pour chaque événement une liste de tous les callbacks associés avec cet événement-là. Je peux ouvrir le code de callback dans IDA et analyser, bon, qu'est-ce que ça fait quand je publie. Donc, on peut soit phaser et essayer d'écrire des 4 ans partout, ou on peut analyser quel est le subscriber et qu'est-ce que le subscriber fait avec ces données-là. Parce que quelquefois, c'est peut-être pas des bugs où j'écris 4 ans, mais c'est peut-être un bug, il y a un WNF unlock machine. Et s'il y aurait par exemple un everyone read write WNF unlock machine, que quand j'écris ça unlock la machine même sans mot de passe, c'est clair que ce n'est pas une faille de corruption de mémoire, mais c'est quand même une faille de design. Ça n'existe pas un événement comme ça, mais c'est le type de choses qu'on peut regarder avec les événements. Donc, il y a certains événements WNF assez intéressants, par exemple. Je vais laisser Gabi vous en donner certains exemples et dumper un peu. Bon, en fait, on va aller très très vite parce que je crois qu'on est déjà en retard. Donc, désolé. En gros, vous pouvez vous dire, mais ouais, mais ok, c'est cool, mais il y a quoi dedans? Ben, je vais vous montrer juste, parce que c'est rigolo. Genre, par exemple, le setname WNF TKBN Touch Event, eh ben, c'est rigolo parce que normalement, quand on clique, eh ben, on a les... non, pas ça. Bon, tant pis. Quand tu cliques, ouais. Ouais, voilà. Quand on clique, on a... raté. Bon, ça marche plus. Très bien. Et touche avec touche ton écran. Ouais, voilà. Ouais. Oui, en fait, c'est juste que mon... Et touchscreen aussi. Ouais, voilà. Ça marche aussi avec le touchscreen, ça marche avec le keyboard, etc. Et c'est vachement rigolo parce qu'on a pas mal d'informations un peu what the fuck. Sinon, bon, ça c'était bon. Désolé, on va aller très vite, donc on va s'arrêter là pour les événements. Mais si vous voulez jouer avec, je vous conseille, c'est vraiment, vraiment intéressant. En plus, ce qui est rigolo avec les WNF, c'est qu'on peut récupérer ces informations et comme c'est pas trop connu, on n'utilise pas forcément les API que tout le monde connaît pour faire les mêmes choses. Et c'est un peu plus furtif si vous voulez faire des trucs un peu nasty. Bref, donc c'est un bon plan là-dessus aussi. Et enfin,
c'est pas juste pour la lecture. Bon, là, je ferai pas d'exemple, de démo, parce que j'ai pas envie de trop bidouiller mon host. Mais en gros, on peut donner des informations au WNF et faire des actions dessus. Par exemple, il y a un WNF qui, quand on lui donne un PID, ça kill le processus. Ça peut être sympa aussi. Bref, voilà. Et du coup, vas-y. Ouais, donc comme Gabi a dit, le WNF, c'est pas seulement pour prendre en charge des infos sur le système, mais on peut aussi changer l'état du système et on peut aussi utiliser WNF comme mécanisme d'injection. Hein. Parce que quand les attaquants ils veulent faire injecter du code, bon, ils font d'habitude un write alloc memory, ils font sinon un injection d'APC, ils utilisent un window fenêtre, ils utilisent le GUI, ils utilisent le clipboard. Tout ça, c'est connu par ceux qui font du reverse, quelles sont les API pour mettre des données d'un côté à un autre. Mais avec WNF, c'est une autre façon, en appelant des API, de transférer des données, parce que je fais un processus qui appelle publish, en sachant qu'un autre processus va appeler query. En fait, c'est comme un même copy. Mais à la place d'utiliser même copy ou write process memory, je fais publish et query, et c'est ça qui fait le transfert de données. Donc, il y a toutes sortes d'idées que ce n'est pas WNF en fait qui est buggé ou quoi que ce soit, mais c'est un autre mécanisme de IPC, c'est un autre mécanisme de copie de données, et il peut être abusé de la même façon que les APC ou que le clipboard ou que les window messages ou les messages RPC n'ont rien de mal en tant qu'eux-mêmes, mais créent un mécanisme de connexion entre des processus. Donc, voilà, c'est pas mal de ça. C'est un mécanisme intéressant depuis Windows 8 qui est très méconnu. Ça va seulement dans Windows Internal 7e édition partie 2 l'année prochaine. Il y a seulement ce talk-là et certaines personnes qui ont blogué un peu dessus. Donc, ce qu'on recommande, c'est si vous êtes intéressé dans Windows, le malware et tout ça, allez regarder, allez phaser, allez voir qui consomme ces événements, quels sont certains événements intéressants qu'on peut utiliser, qu'on peut publier. Et amusez-vous à découvrir tout ce qui est là-dedans. Parce que si tout ce qu'on a fait, c'est dumper les événements, on a déjà vu tout de suite un leak de la pile. Peut-être il y en a d'autres, peut-être il y a des mots de passe, peut-être il y a, qui sait, de choses intéressantes dans le WNF. Donc, nous, on a déjà des idées comment pousser ça plus loin. Et sur GitHub, ce week-end, sinon plus tard le week-end prochain, on va finalement maintenant publier tous les tools et tous les outils, et toutes les extensions et tous les scripts, parce que maintenant, le bug a été patché. Et on ne voulait pas publier les tools, parce que juste en lançant le tool, vous allez trouver le bug tout de suite. Donc, là, on est libre de tout mettre online sur notre GitHub à nous. OK, donc voilà, c'est tout. Désolé pour 1 minute de retard. Et je vous remercie. Alors, il va peut-être me falloir un micro. Le micro, merci. Il y a quand même une petite phase de questions. Donc, si vous avez des questions, on vous laisse 3 questions. Je suis désolé, on est un peu serré par le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Forcément. Presque. Ouais. On voyait qu'il n'y avait pas besoin de créer l'event pour pouvoir faire des queries, des subscriptions, et que si on faisait une query, il créait un truc dans un coin. Si on faisait une subscription, il faisait pareil. Si j'ai personne qui fait un create, j'ai quelqu'un qui fait une publish et l'autre qui fait une query, est-ce que le kernel va autoriser le message ou il va attendre que quelqu'un fasse la création explicitement? Il va attendre la création. Ok. Il faut que la création matche que les modificateurs sont en train de communiquer. Ok, d'accord, ouais. Merci. Moi, j'avais une question sur un WNF. Quand on lui donnait un PID, ça killait le PID, ça killait le process. Quid des privilèges? Quel privilège il faut pour faire ça? Il faut être système. D'accord, il faut un NT système. Merci de répondre dans les micros, s'il vous plaît. Tu m'entends pas? Si. Il faut être système. Donc, c'est un API noyau qui est utilisé pour le file system pour tuer le processus. Donc, c'est pas, même pas un admin peut utiliser cet API-là. Telle une question? Est-ce que vous avez essayé d'écrire du random dans ceux qui sont en read-write everyone? Et est-ce qu'il y a des trucs qui crashent? Est-ce qu'il y a des trucs rigolos qui se produisent? Oui, donc à Black Hat, j'avais des slides dessus qu'on a coupé ici pour le temps. Mais j'ai fait un petit script qui écrivait rien, donc qui écrivait 0 octet. Et ma machine a redémarré et ne bootait plus. J'avais un écran noir. J'ai fait une version plus avancée de mon phaseur qui écrivait 4 octets et des services ont commencé à planter. Donc oui, je sais qu'il y a plus de bugs. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais on peut même tuer sa machine parce qu'il y avait une donnée persistante que maintenant j'avais écrasée avec 0 octet. Il a fallu que j'achète une autre machine, exporter le registre, le réimporter. Donc, il faut faire attention avec tout ce qui est persistant quand on le fasse. Ou utiliser une VM. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention.
on a un petit changement de programme, tout petit, hein, c'est juste dû à l'heure d'arrivée, etc. Bon. Les aléas d'une conférence, on le verra plus tard, une conférence c'est quand même assez dur à organiser. Et au lieu donc de Using Molecular Communication System, on va d'abord faire From Corrupted Memory Dump to Rootkit Detection avec Acryl, qui va donc nous présenter très rapidement comment, à partir d'une machine corrompue, sauf erreur de ma part, non, d'accord, oui, 50 minutes quand même, qui va nous présenter donc comment, à partir d'une machine qui a été corrompue, compromise, etc., il a réussi à retrouver le rootkit, qui je suppose était à la source de ça, mais ça je ne sais pas encore.